net. Vous êtes le descendant. Vous êtes la clé. Vous nous appartenez. Bang cligna des yeux, comme si cette phrase était un problème de grammaire. Je suis désolé, dit-il, mais je n'appartiens à personne. Même ma mère n'a jamais réussi à me faire rentrer à elle heure. Malgré la tension, Nguyen sentit une petite étincelle de rire. Un rire retenu, mais vivant. Le cœur humain, même au bord du gouffre, aime encore l'ironie. Nguyen prit le registre, qui était tombé au sol, et le serra contre elle. Elle ne voulait pas courir, pas encore. Elle voulait comprendre. La peur était un brouillard. La compréhension était une lampe. Vous voulez la collection, dit-elle au chrono. Mais vous n'avez pas demandé pourquoi elle existe. Elle ne sert pas à donner un pouvoir. Elle sert à enseigner une limite. Elle montre ce qui arrive quand on veut tout corriger. Le chrono répliqua. Nous corrigerons l'erreur. Nous rendrons le monde plus stable. Nguyen secoua la tête. Vous ne rendez pas le monde stable en effaçant les douleurs. Vous rendez le monde stable en apprenant à vivre avec elles et en évitant de les transmettre comme une maladie. C'est cela, l'education. La collection n'est pas une arme, c'est un manuel de responsabilité. Luong applaudit doucement, puis elle s'arrêta, comme s'il se souvenait qu'il était en dépôt. Pardon. Mais c'est bien dit. Le chrono sembla hésiter. Puis il fit un geste. Et l'autre chrono saisit l'appareil, comme pour le déplacer. Nguyen comprit. Ils n'allaient pas négocier. Ils allaient emporter. Leur méthode était simple. Prendre, fuir, recommencer. Nguyen se pencha vers Bang. Bang, dit-elle, vous pouvez sentir l'unite. Vous pouvez sentir la collection. Pouvez-vous sentir aussi quelque chose des autres? Le lieu où le temps est plus doux. Bang ferma les yeux. Il posa la main sur la couverture du registre. Puis, très lentement, il pointa le couloir vers une porte de service qui menait à un petit escalier. Il parla d'une voix basse. Là, il y a une vibration. Comme une respiration. Nguyen suivit son regard. Elle ne connaissait pas cet escalier dans son présent. Ou plutôt, elle le connaissait comme un endroit condamne, un passage oubli. Luong murmura. Ah! Et l'escalier des anciens conduits. Personne n'y va. Même les rats demandent une autorisation. Nguyen sentit une joie nerveuse. Le meilleur endroit pour cacher un trésor est dans la vue de l'ennemi. Et le meilleur endroit pour fuir est dans l'angle mort de la routine. Elle se tourna vers Luong. Luong, dit-elle, vous aimez les règles. Faites une dernière règle. Luong hocha la tête. Je suis né pour ça. Nguyen parla vite, mais clairement. Vous allez discuter avec eux. Vous allez leur demander leur formulaire. Vous allez leur demander leur cote. Vous allez leur expliquer que sans cote, aucun objet ne circule. Et surtout, vous allez parler longtemps. Luong sourit, un sourire de gardien qui a enfin trouvé un adversaire à sa mesure, un adversaire qui déteste les papiers. Avec plaisir. Nguyen prit Bang par le bras et ils reculèrent lentement vers l'escalier. Luong s'avança vers les chronos, brandissant sa feuille froissée comme une épopée bureaucratique. Messieurs, dit-il, je n'ai toujours pas votre nom complet, votre date de naissance, votre adresse et la raison précise de votre demande. Sans cela, je ne peux pas autoriser le transport de cet appareil. Et je dois aussi vous informer que tout transport non autorisé sera sanctionné par une note interne très sévère. Les chronos le fixèrent. Luong continua, imperturbable. Et puis, j'y ai besoin de votre signature ici, ici et ici. Attention, pas en dehors de la ligne. C'est très important. Une signature hors ligne, c'est un chaos administratif. Nguyen et Bang glissèrent dans l'escalier. La porte grinça. Nguyen se figea. Mais Luong parla plus fort, couvrant le bruit. Je répétais, pas en dehors de la ligne. Sinon,
je dois recommencer le formulaire, et je n'aime pas recommencer le formulaire. Ngüiyé descendit l'escalier avec Bang. Et l'air changea. Il devint plus frais, plus sec, comme si le lieu était protégé par un vieux souffle. Une odeur de métal et de poussière ancienne monta. Ngüiyé sentit son cœur ralentir. Le temps ici n'était pas en colère. Il était simplement vieux. Ils arrivèrent à une petite plateforme. Un conduit, large, muré en partie, laissait un passage étroit. Bang passa le premier, puis aida Ngüiyé. Ils se retrouvèrent dans une sorte de tunnel de ventilation ancien, assez haut pour marcher courbe. Bang murmura. « Pourquoi je vous suis ?» Ngüiyé répondit doucement. « Parce que vous sentez que c'est juste. Et parce que je vous parle comme à un homme, pas comme à une clé. » Bang baissa la tête, comme si ces mots lui faisaient du bien. Ils marchèrent. Au loin, le bruit des voix de Luong continuait, comme une pluie de formulaires. Chapitre XVI, les leçons du conduit. Le conduit semblait mener vers un espace plus vaste. Ngüiyé sentit sous ses doigts des inscriptions sur les parois, des marques faites au charbon, des traits, des dates écrites en toutes lettres. Ce n'était pas seulement un passage. C'était un journal secret, un cahier de pierre. Bang posa la main sur le mur. Il ferma les yeux. « C'est ici, dit-il. Quelqu'un y passe. Quelqu'un a écrit pour que des autres comprennent. » Ngüiyé approcha sa lampe de poche moderne, mais elle l'alluma à peine, juste une lueur faible, pour ne pas attirer l'attention. La lumière révéla des phrases simples, comme des conseils de grand-mère, mais cachés dans un endroit impossible. Ne cours pas plus vite que ton souffle. Ne corrige pas le monde avant de te corriger toi-même. Ne confonds pas le bruit avec la vérité. Ngüiyé sentit un frisson. Ce n'était pas une technologie. C'était une sagesse. Le docteur Locke n'avait pas seulement construit une porte. Il avait construit une pédagogie. Bang murmura. Mon grand-oncle écrivait comme ça. Il disait que la science sans bonté est une chaise sans pied. Ngüiyé sourit. Votre grand-oncle était un homme dangereux pour les gens qui aiment dominer. Parce qu'il était calme. Ils avancèrent encore. Le conduit débouchait sur une petite piste cachée, une sorte des anciens locals techniques. Des étagères vides, un tabouret renversé, et sur le mur, une plaque de métal terni. Pas une plaque officielle. Une plaque personnelle. Une phrase y était gravée. La fréquence du retour est le chiffre que le temps a oublié. Ngüiyé sentit ses yeux se mouiller. Elle avait déjà lu cette phrase ailleurs, mais la voir ici, dans ce temps, dans ce lieu, lui donnait l'impression que le temps lui parlait avec une voix douce. Bang regarda la plaque. On dirait une énigme. Oui, dit Ngüiyé. Mais c'est aussi une leçon. Le temps oublie des chiffres, mais il se souvient des gestes. Ils entendirent soudain un bruit lointain, comme une porte qui claque, puis des pas. Les chronos. Luong avait tenu, mais pas pour toujours. Ngüiyé prit une décision. Elle ouvrit le registre, cherchant une page précise, celle qui parlait de la résonance humaine. Elle posa le livre sur le tabouret. Elle regarda Bang. Bang, dit-elle, je vais vous demander quelque chose de difficile. Pas dangereux. Difficile autrement. Bang la regarda. Demandez. Je veux que vous vous souveniez. Pas d'un fait. D'un sentiment. Le sentiment de votre grand-oncle quand il vous parlait. Son calme. Son humour. Sa confiance. Je veux que vous le fassiez vibrer ici, maintenant. Bang inspira. Il ferma les yeux. Son visage se détendit. Il murmura, comme une prière simple, sans cérémonie. Il disait toujours que le monde est un livre trop grand. Et que la meilleure façon de le lire, c'est de commencer par une page gentille. Ngüiyé posa la main sur Elunite, la fleur de lotus, qu'elle gardait contre elle. Elle la plaça contre la plaque de métal. Elle ne frappa pas. Elle n'imposa pas. Elle attendit.
Au loin, les pas se rapprochaient. Ngüiyé entendit une voix froide appeler, en français parfait, comme un professeur impatient. « Gardienne? Nous savons que vous êtes là. » Bang ouvrit les yeux. Il regarda Ngüiyé avec une détermination tranquille. « Je ne veux pas qu'il prenne la collection, dit-il. Je ne veux pas qu'il change les douleurs pour les remplacer par des autres. » Ngüiyé hocha la tête. « Alors faites ce que votre grand-oncle vous a appris. Soyez stable. » Bang posa sa main sur le registre. Une sensation presque imperceptible parcourut l'air, comme une corde de violon qu'on touche. La fleur de lotus, dans la main de Ngüiyé, se réchauffa. Ngüiyé sentit une résonance. Pas une machine. Une cohérence. Le conduit trembla légèrement, comme s'il respirait. La plaque de métal émettre une lueur très douce, pas verte, pas agressive, une lueur comme celle d'une lampe de lecture. Ngüiyé comprit. La porte n'était pas seulement un passage. Elle était un accord. Un accord entre un lieu, un objet et une intention. Les pas des chronos étaient tout près maintenant. Ngüiyé prit Bang par la main. « Restez près de moi, dit-elle. Et surtout, ne les haïssez pas. La haine donne une résonance sale. » Bang avala sa salive et hocha la tête. « Je vais essayer. » Ngüiyé sourit, malgré tout. C'est déjà beaucoup. La plupart des gens n'essaient même pas. La plaque vibra davantage. Le mur derrière, qui semblait plein, devint comme un voile, pas une explosion, pas un effondrement. Un simple voile. Un passage se dessinait. Ngüiyé et Bang échangèrent un regard. Il y avait la peur, oui, mais aussi une étrange promesse. Comme si le temps, ce vieux bibliothécaire invisible, acceptait de les aider pour une raison simple. Il n'était pas venu pour dominer. Ils étaient venus pour protéger. Ngüiyé fit un pas vers le voile, tenant la fleur de lotus contre elle. Bang la suivit. Derrière eux, une voix froide cria, plus proche, plus dure. « Ne bougez pas. » Ngüiyé murmura, presque pour elle-même. Le silence n'est pas une fuite. C'est une stratégie. Ils franchirent le voile ensemble. Et le temps, pour une fois, ne hurla pas. Il soupira. Fin de cette partie. Chapitre 1 En le mur du silence. Ngüiyé était une femme de silence et elle chérissait ce silence de tout son cœur. Elle aimait l'odeur du vieux papier, la poussière de bois qui dansait dans les rayons du soleil et l'immobilité du temps figé au sein de la Bibliothèque nationale du Vietnam, où elle travaillait depuis 10 ans. À 32 ans, Ngüiyé était à la fois bibliothécaire et archiviste, un métier qui exigeait une méticulosité extrême, une patience infinie et une quasi-immunité à l'agitation du monde extérieur. La vie de Ngüiyé semblait encadrée par les règles immuables de la bibliothèque. Elle arrivait chaque matin à 7h30, préparait une tasse de thé chaud et commençait sa journée par la vérification de la zone des archives spéciales au sous-sol. Ce secteur, qui abritait les documents les plus précieux et les plus rares, était son domaine exclusif, protégé par un système de serrure mécanique et un code que seul Ngüiyé et la directrice connaissaient. Dans cette zone des archives spéciales se trouvait un mur qui ne cessait de la préoccuper. Il se dressait au bout d'un couloir étroit, faisant face au dépôt de cartes anciennes. En soi, le mur n'avait rien de remarquable car il était en béton gris, froid, parcouru de micro-fissures presque invisibles. Mais selon le plan d'architecte le plus ancien de la bibliothèque, que Ngüiyé avait consulté des dizaines de fois, une fenêtre ou une ouverture d'aération aurait dû s'y trouver. Elle se répétait souvent que cela était étrange. Elle se demandait quand il l'avait muré et surtout pour quelle raison. La curiosité de Ngüiyé n'était pas facile à éteindre. En cette fin d'après-midi d'octobre, alors que le soleil couchant projetait des teintes orange flamboyantes par l'une des hautes fenêtres, elle décida de rester plus tard que d'habitude. C'était un vendredi. La directrice était en voyage d'affaires et la plupart des employés étaient déjà partis. Ngüiyé sentait le silence envelopper la bibliothèque comme un épais rideau de velours, uniquement troublé par le bourdonnement lointain des ventilateurs.
Ngüiyet était assise sur sa vieille chaise en bois, fixant le mur mystérieux avec une intensité comique. L'horloge de son téléphone affichait 18h45. Elle ouvrit son carnet où elle avait consigné méticuleusement tout ce qui concernait le mur, la température ambiante, le taux d'humidité et même la fréquence de la moindre vibration lorsque des camions passaient dans la rue. Tout était normal et sans intérêt. Elle but une dernière gorgée de thé refroidi, un peu déçue. Peut-être avait-elle simplement romancé un défaut de construction sans importance. C'est alors qu'une chose extraordinaire se produisit. L'aiguille des minutes de la grande horloge à balancier de la salle de lecture principale commença à sonner lentement pour signaler l'heure de fermeture. 19 heures. Dès que la dernière cloche, la 7e sonnerie, eut fini de résonner, le mur devant Ngüiyet se mit à vibrer. Il ne s'agissait pas d'une vibration externe mais d'un mouvement interne, comme si les molécules de béton se réarrangeaient dans une danse invisible. Ngüiyet se leva brusquement et sa chaise bascula en arrière avec un fracas effrayant dans le silence assourdissant. Elle ignora totalement le bruit. Ses yeux étaient fixés sur le mur. Une lumière jaune pâle et scintillante commença à s'infiltrer par les fissures. Le béton gris s'estompa rapidement, fondant comme la brume matinale sur le lac de l'épée restituée. À sa place, un cadre de porte en chêne classique apparut. Il était peint d'une couleur mousse qui s'écaillait par endroits. Il n'y avait ni charnière ni poignée visible, seulement une petite plaque de laiton gravée du chiffre romain 7. Ngüiyet recula de 2 pas, son cœur battant si